On y voit le développement de chaînes de valeur qui devraient permettre un enrichissement mutuel, ça il faut le dire. Comme on a pu le voir avec les dragons d'Asie, précisé Emmanuel Macron à son arrivée en disant qu'on allait augmenter la production sur le continent pour que la France puisse augmenter ses parts. Et d'aucuns avaient failli y croire. Mais là, on est 3 ans avant le discours que vient de tenir Emmanuel Macron. Mais on est pratiquement dans le même discours. Rien n'a changé. Non, maintenant que j'ai suivi quelques extraits de votre discours, je vais vous dire ce que Macron vient de dire. Macron vient de dire qu'ils vont recoloniser l'Afrique, mais de plus belle manière. C'est-à-dire que, si vous prenez ces mots, il a dit, il appelle les autres Européens à venir au secours parce que la France seule n'arrive pas. Il faut asséner à l'Afrique la dernière étreinte. Venons l'embrasser. Quand vous venez embrasser quelqu'un avec autant de force, mais c'est pour l'étouffer et l'étrangler. C'est ce que Macron veut dire. Macron veut vous dire que la sécurité des Français est menacée par les vagues d'immigration. Il habille ça par une volonté de limiter l'immigration par le développement, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que s'il voulait limiter l'immigration par le développement, il n'aurait pas porté, n'est-ce pas, l'armée française au secours de la destruction de la Libye que son prédécesseur Sarkozy a fait. Parce que Sarkozy détruit la Libye, parce que la Libye pour lui est un mauvais exemple pour l'Afrique. La Libye est un mauvais élément dans la perspective du plan occidental d'exploitation de l'Afrique. Et Macron a continué dans cette lignée. La Libye étant détruite, il y a eu déferlement de vagues terroristes jusqu'au Mali, et nous voyons le jeu de la France au Mali. Nous voyons très bien qu'il s'agit simplement d'une épée de Damoclès pour imposer aux dirigeants africains la nouvelle conduite à tenir au nom de ce que, entre guillemets, on leur apporterait de la sécurité. Macron parle de développement commun. Mais attendez, il faut simplement comprendre qu'il veut dire qu'on va perpétuer l'esclavage pour tirer le maximum de produits en Afrique. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu faire en Asie, ou bien ce qui leur a échappé en Asie, ils vont le faire puisque maintenant ils ont appris. Ils vont essayer de l'appliquer en Afrique pour que l'Afrique ne leur échappe pas. Voilà ce que Macron vient de dire. Et moi, c'est très intéressant. Là, je m'adresse donc aux deuxième génération d'Africains pour leur dire, faisons très attention à ceux qui viennent vous demander de leur confier les pouvoirs en Afrique sous le parrainage de l'Europe. Parce qu'ils viennent en mission. Et vous les avez déjà sur le territoire, de tous les bords. Vous les avez déjà tous les territoires. C'est ça qui crée le conflit en Afrique de l'Ouest avec la question de la monnaie. C'est ça qui crée des pseudo-conflits de sécession par-ci, de repli identitaire avec des vagues, n'est-ce pas, de groupes armés par-là, de menaces permanentes de groupes armés et pilleurs dans des pays comme le Congo. Tout ça est savamment entretenu pour arrêter la construction harmonieuse de l'Afrique vers son développement. Alors dans ce cas, eh bien, il faut qu'on commence à poser des actes forts, comme je l'ai dit. Et là, l'autre acte fort serait un acte sécuritaire. Il faut sortir de cette dépendance sécuritaire vis-à-vis de la France. Parce qu'il a évoqué le cas. Il a dit qu'il faut aider l'Afrique à résoudre la menace terroriste et les violences. Il ne faut pas. Il faut que les armées africaines changent de partenaire très rapidement. Parce qu'il s'agit là de l'annonce claire que ceux qui ne seront pas respectueux des dictats qui viendraient de la France vont être débarqués. C'est ce que Macron vient de dire. C'est-à-dire qu'il va mettre en place de nouveaux leaders politiques qui vont aider la France à réussir dans sa politique. C'est la conversion. C'est-à-dire qu'on va convertir ceux qui avaient un pseudo-patriotisme un peu changeant. On va leur donner des atouts. Et il a ajouté un dernier élément. Il faudrait qu'on fasse attention. Qu'ils vont s'appuyer sur une certaine diaspora qui a pour permettre son intégration. On ne la regardera plus comme une menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à fabriquer, n'est-ce pas, des peaux noires masques blancs, qu'on va nous envoyer bientôt ici pour prendre la place des gouvernants qui sembleraient avoir compris qu'ils ont trop joué, ils ont trop longtemps joué pour la France et il faut que ça s'arrête. Et là, il faut que la prise de conscience citoyenne africaine se mette en marche. Pas simplement pour déstabiliser les présidents qui ne seraient pas, mais
pour imposer sur le plan économique et socio-culturel des faits forts. Il y a un activiste camerounais qui s'amuse souvent, même si ce n'est pas considéré comme il le faut, à dire qu'il faut qu'on démonte certains statuts, qu'on change les noms des villes, mais il faut aller au-delà. Vous savez, cette France a pris une loi pour dire qu'elle va restituer les œuvres volées pendant la période coloniale. Jusqu'à aujourd'hui, on négocie encore pour savoir lesquelles on va envoyer et lesquelles on va garder. Alors qu'il s'agit bien des œuvres issues du pillage colonial. La colonisation ayant été retenue comme crime contre l'humanité, en réalité, ça veut dire que Macron, il n'a pas besoin de discours. Pour commencer, il faut qu'il restitue tout ce qui est africain chez eux. Ou alors qu'il paye le prix, parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent en termes de touristes, qu'il paye, qu'on fixe un taux qu'il verserait chaque année pour conserver ses œuvres dans leur musée. Deuxièmement, il faut rapidement sortir du franc CFA. Là, ça devient une urgence dirimante. Et rapatrier, n'est-ce pas, les réserves d'or qui garantissent cette monnaie là-bas depuis 1944. Parce que ça, c'était l'escroquerie gaulienne. Après que nous ayons combattu pour libérer la France, et pour avoir fait le premier colloque à la mémoire de cette Afrique qui a libéré la France, parce que la France était une coquille vide. C'est les Africains et c'est les Camerounais qui ont donné la force à cette France à partir d'ici. Pour avoir fait ce colloque, vous savez, la France a très rapidement fait un contre-colloque à Brazzaville. Pour commémorer quoi cette fois-là? Pour commémorer cette France-Afrique que Macron veut réhabiller. Et le discours de Macron que je viens d'entendre est en droite ligne avec le sommet tenu à Brazzaville. Macron a perçu qu'il y a une éveil de conscience en Afrique. Il vous a dit qu'il y a un sentiment, un relan d'anti-français. Et il faut qu'on ajuste cela. Mais l'ajustement dont il parle n'est pas au profit de l'Afrique. L'ajustement dont il parle est un effort pour rendre les mailles de la nasse dans laquelle la France veut nous mettre moins visibles à l'œil nu. Comme ça, nous serons en prison sans nous rendre compte que nous sommes toujours en prison, tellement les chaînes seront devenues fines et invisibles à l'œil nu. Voilà le danger auquel Macron appelle les autres Européens à l'aider à mettre en place contre l'Afrique. Et ça, il faut que ce discours soit relayé et commenté dans le bon sens. Une autre guerre est déclenchée. Et là, je fais un lien avec la Covid-19 et les mesures qu'on veut prendre autour de cette maladie. Parce qu'ils se tiennent, ils disent qu'ils sont surpris de voir pourquoi l'Afrique n'a pas encore commencé à avoir des morts à l'appel. Mais leur vrai plan, ce serait une restriction mesurée pour certains Africains par rapport au plan de vaccination qu'ils vont mettre en place. Pour ceux qui ne savent pas que depuis 2011, quand les manipulations sur la Covid a commencé, il y a un plan déployé derrière scientifiquement qui était de savoir comment on doit maîtriser la population mondiale pour maintenir un certain rythme de bien-être pour l'Europe. Les enjeux de ce plan-là ont une déclinaison. Elle est celle que Macron vient de donner dans son discours. Alors l'Afrique est menacée. Il faut que les Africains se lèvent et restent éveillés. Il faut que nos chefs d'État ouvrent la porte pour que des patriotes entrent et s'asseyent à côté d'eux s'ils veulent, pour que la bataille soit d'égal à égal. Parce que sinon, nous sommes vraiment en danger. Ce qui est arrivé en Libye s'approche des autres pays africains qui sont surtout les pays subsahariens contrôlés par la France, ressources minières de la France, ressources financières pour la France et ensuite déversoirs de tous les rébus qui sont là-bas, qui viennent ici être maintenant des leaders politiques ou des leaders économiques. Voilà la menace que représente Macron. Merci à vous. Docteur Iyam Timba, vous nous avez retrouvé sur ce plateau. Là, tout à l'heure, Emmanuel Macron parlait de sortir d'une certaine histoire tragique entre l'Afrique et l'Europe pour embrasser un futur qui serait un futur de bien partagé. On a vu qu'Emmanuel Macron était à l'Élysée au moment où il parlait, l'Élysée qui a été inauguré en 1720, qui a été construit avec les fruits même de cet impérialisme français. Antoine Grossat, le plus grand négrier de France, qui bâtit ce palais pour y loger sa fille et son gendre, Louis-Henri et la tour d'Auvergne. On se demande réellement si la France, en regardant, si le président de la République, en regardant même ne serait-ce que ce qui se trouve autour de lui, pourrait comprendre que la France peut sortir de cette approche impérialiste pour rentrer dans une dynamique de coopération gagnant-gagnant. Il n'en est pas question.
Hier déjà sur vos antennes, j'ai essayé de dire clairement ce que j'avais compris de ce discours. Je suis très heureux au moment où j'entre sur ce plateau de me rendre compte que quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu, on n'a pas échangé, on ne s'est pas retrouvé quelque part où on parlait de la question, a exactement les mêmes mots que j'ai utilisés hier. Je parle du docteur Soro. Je suis très impressionné, mais en même temps, impressionné surtout parce que je suis agréablement surpris. Agréablement surpris de constater que, en fait, l'optimisme avec lequel nous considérons l'avenir de l'Afrique se consolide tous les jours. Il y a une foule d'Africains qui comprennent, qui sont lucides et qui ne sont pas dupes, qui ont entendu une déclaration de guerre hier et qui se sont dit, mais ça alors, Brazzaville n'a pas été aussi violent. Je crois que le discours qui peut être comparé à celui-là, c'est peut-être le Code Noir. Parce que quelqu'un vous dit, oui, enfin, un partenariat gagnant-gagnant. Vous ne proposez pas de partenariat gagnant-gagnant dans un discours dans lequel vous dites que les autres ont un sentiment, du ressentiment contre vous. Et quelques phrases plus tard, vous dites que vous leur apportez, vous voulez que ce soit une relation d'amour. Faites très attention. La personne qui parle, c'est quelqu'un qui, comme ils aiment à le rappeler, a été élevé dans les racines chrétiennes de l'Europe. Et c'est quelqu'un qui signifie par là donc que, en réalité, d'un côté, vous avez du ressentiment contre eux, vous êtes le mal. Vous êtes le mal. Eux, ils vous proposent de l'amour, ils sont le bien. Donc, alors, quelle est la téléologie, en fait, si vous voulez, quelle est la trame de la base ou de la fondation à partir de laquelle il parle. La trame, c'est que le bien doit détruire totalement le mal pour que l'humanité vive enfin, s'accomplisse enfin et vive dans le bonheur. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est beaucoup plus grave que lorsque Bush parlait de l'axe du mal. Mais c'est en fait le même propos. C'est-à-dire, il y a certains qui doivent être exclus et il y en a d'autres qui, eux, sont au centre du monde et sont les seuls qui ont le droit d'être là. Vous avez dans ce même discours quelqu'un qui vous dit il parlait de tenir l'Afrique, l'embrasser avec force. Lorsque les gens sont dans un environnement qui est baigné de concepts et de culture maçonnique et talmudique, cela veut dire une chose très claire qui résonne avec ce que vous avez entendu il y a quelques semaines. Il y a quelqu'un qui disait que l'Amérique doit être à nouveau respectée à travers le monde. Et cette personne, n'oubliez pas, a été le vice-président de quelqu'un qui a été président aux États-Unis et qui a été le président qui a largué le plus grand nombre de bombes dans le monde depuis la fin de la guerre du Vietnam ou depuis depuis la guerre d'Irak. C'est celui qui a largué le plus. D'ailleurs, il semble même que même la guerre d'Irak n'a pas autant de bombes larguées dans le monde. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez très bien que vous avez eu hier un discours, ou hier ou avant-hier, un discours grave. Et celui qui tenait ce discours n'est pas allé le tenir dans un jardin. Il l'a tenu dans son bureau. Ça veut dire là où il prend les décisions. Là où il signe ce qui est le plus important. C'est des symboles. Il y a beaucoup de symboles dans ce discours. Et la personne qui vient vous tenir ce discours, qui vous parle ainsi, a tombé la veste. Quand on tombe la veste dans un bureau, ça veut dire que l'heure est grave. Ce sont des symboles simples auxquels il faut faire très attention. Vous arrivez dans votre bureau, quand vous tombez la veste, c'est qu'il y a quelque chose de grave, généralement une crise, ou de grandes annonces, ou bref, il y a une préoccupation forte. La même personne vous dit, l'écho, écoutez, nous avons eu un contrat avec le président Ouattara. Soit dit en passant, Ouattara c'est un troisième mandat, on ne le critique pas, on le justifie, on trouve le moyen de faire comprendre à tout le monde que c'est quelque chose de compréhensible, qu'il est tenu par des contraintes, le devoir, exactement c'est le mot qu'il a utilisé, le devoir. Mais à côté, on va quand même critiquer d'autres en disant oui, mais ils n'ont rien à faire là, etc. Vous voyez que les gens font leur choix.
ils font des choix et ces choix-là vont dans le sens de consolider leur position. Parce que toute la problématique de l'éco, c'est de s'assurer que la démarche de la CEDEAO n'aboutisse jamais et que l'aire d'influence du Nigeria, l'aire d'influence naturelle du Nigeria, la CEDEAO qui représente quand même près de 500 millions d'habitants, soit cassée. Parce que ne l'oubliez pas aujourd'hui, sans l'Afrique, la France tomberait au mieux à la 23e place mondiale sur le plan économique. Et sans l'Afrique, la France ne se retrouverait certainement pas, certainement plus au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que l'une des grandes raisons pour lesquelles elle est là, je ne reviens pas sur ce que disait Dr. Sarr, c'est une coquille vide. L'une des raisons pour lesquelles elle est là, c'est qu'elle traîne 15 voix qui sont acquises d'office, 15 voix. Et quand vous avez 15 voix acquises, parmi qui représentent le 10e du vote, vous êtes considéré comme quelqu'un de très important. Et voyez bien l'impact ou ce que ça signifie pour l'Europe. La France, si elle n'est plus au Conseil de sécurité, membre du Conseil de sécurité, l'Europe n'a plus personne au Conseil de sécurité. Puisque la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe. Il y a eu le Brexit. Alors, donc, vous êtes dans une situation où les autres, ils s'asseyent et ils disent « Ah non, messieurs, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. » Là, je suis en train de vous parler des enjeux extrêmement élevés. Où vous imaginez que du jour au lendemain, l'Europe tout entière ne fait plus partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous imaginez une chose pareille? C'est de ça qu'il est question et c'est la réponse à ce genre de problème qu'apporte Macron dans son discours, dans cet échange qu'il a eu. Et il faut bien comprendre que lorsqu'il en parle, il indexe 2 pays. Le fait qu'il indexe ces 2 pays n'est pas gratuit. Évidemment qu'il est au courant que les Russes et les Turcs ne viennent pas financer Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas eux qui financent Afrique Média. Ils ne financent pas toutes les ONG du coin. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est eux. La France finance des ONG choisies d'une certaine manière ici chez nous pour la promotion de l'homosexualité, pour des conneries pareilles. Par contre, pourquoi est-ce qu'il indexe la Turquie et la Russie? La Turquie d'abord, parce que ne l'oubliez pas, la Turquie n'est pas devenue membre de l'Europe parce que Jacques Delors, un Français comme par hasard, a invoqué les racines chrétiennes de l'Europe. Et la Turquie est musulmane, elle ne peut pas. Et il vient d'y avoir un problème avec le monde. C'est les croisades. On interpelle de nos coutumes, de nos traditions. Et qui estime que vous ne pouvez pas prétendre que les foi arabes, les foi musulmanes et chrétiennes sont des foi qui devraient nous convaincre, alors que toutes ces foi-là, si vous prenez les 15 derniers siècles, chacune de ces religions est responsable ou a couvert le massacre de près ou de plus ou d'au moins 1,5 milliard d'Africains. C'est eux-mêmes qui le disent, pas moi. Ils disent qu'il y a eu 50 millions d'esclaves vendus arrivés en Amérique, mais que pour chaque esclave, et je passe sous le contrôle de l'historien, et que pour chaque esclave vendu, il y en a eu au moins 10 qui sont morts. Donc on est très bien, on est parfaitement à 500 millions de personnes, dont l'Afrique a été dépeuplée, bloquant le développement des forces productives en Afrique, bloquant le développement de la science en Afrique, bloquant la création culturelle en Afrique par tous ces moyens-là, etc. Voilà ce à quoi nous sommes, sans parler de la déstructuration politique que l'Afrique a subie après tout cela. Mais ce n'est pas parce que nous n'étions pas capables à l'époque de nous opposer. Je vous rappelle que nous connaissions la poudre à canon plus d'un millénaire avant que l'esclavage ne commence. Mais c'est notre pacifisme, notre humanité. Nous sommes l'aîné du monde. Nous ne réagissons pas d'une certaine façon. Et donc, pendant longtemps, les dégâts potentiels qu'on savait que la poudre à canon pouvait causer, on a dit, on ne peut pas se permettre ça. Ça doit rester secret.
et toute personne, très peu de gens doivent accéder à la connaissance de la poudre à canon. Les autres, dès qu'ils l'ont eu, parce que les Arabes ont pu l'extirper de chez quelque part chez nous, eh bien, ils l'ont utilisé pour venir bombarder chez nous. J'entends quand même des Africains dire que, ah, il y a des Africains qui ont vendu des Africains. Je suis quand même scandalisé. Les gens arrivent chez vous, bombardent vos villages, ramassent même votre chef de village pour faire bonne mesure, et même ceux qui les ont accompagnés pendant les razzias, mais vous continuez à quand même à accuser vos propres frères d'avoir vendu des esclaves. Donc, le discours de Macron, c'est le code noir. Ni plus, ni moins. D'autant plus que le discours de Gaulle lui-même n'était qu'une reprise du code noir. Et je vous rappelle une chose. La fameuse cellule qui travaille à l'Élysée pour l'Afrique n'est composée que de noirs. Vous savez pourquoi? Les gens réutilisent une expertise que nous n'avons pas. L'expertise de la gestion des esclaves. Quand il fallait contrôler les autres esclaves, est-ce que c'est les Blancs qu'on prenait? On prenait des Africains. Parce qu'ils connaissent la psychologie de leurs frères. Parce qu'ils comprennent comment ils peuvent réagir. Et donc ces gens-là, en réalité, c'est eux, les chiens de garde, qui vont donc bien comprendre comment vous réagissez et qui vont restaurer, qui vont restituer à leur maître quelles sont vos intentions, vers où vous voulez aller. Donc c'est de cela qu'il est question. Il n'y aura jamais de jeu gagnant-gagnant. Il n'y en aura pas parce que vous ne pouvez pas penser que l'éco est une chose importante pour nous, que le franc CFA est une chose importante pour nous. Si vous êtes tant intéressé à vouloir être en amour avec nous, vous commencez par vous excuser pour 500 millions de morts. Et dans le même discours, vous avez quand même la même personne qui vous dit, qui fait du négationnisme, je parle encore sous le contrôle de l'historien, qui fait du négationnisme historique terrible. Il dit, oui, il y a eu quand même des choses qui ont eu lieu, mais est-ce que nous en sommes responsables? Non. Quoi? Vous n'êtes pas responsable? Donc, vous estimez que vos ancêtres ont fait quelque chose, qui est l'esclavage, la colonisation. Vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas responsable. Mais ce que vous appelez œuvres d'art, qui n'en sont pas chez nous, parce que chez nous, il n'y a pas des œuvres d'art, il y a des objets cultuels. Parce que, est-ce que vous imaginez un musée au Cameroun dans lequel vous avez les calices, les mitres, les crosses, les soutanes des archevêques et des cardinaux européens, et nous on appelle ça des œuvres d'art? Vous imaginez ce que ça signifierait, ça? Bon, donc vous appelez quand même des choses que vous avez ramassées chez nous comme ça, de cette façon. Donc vos ancêtres ont fait ça, vous dites non, nous on n'est pas responsables parce qu'on n'était pas là. Mais vous pouvez quand même profiter du fruit de ce que vos ancêtres ont fait sans vous sentir responsable. Il y a un certain cynisme dans cette façon de parler. Il y a un tel mépris dans cette façon de parler qu'il va falloir probablement que la France et l'OTAN revisent leur façon de voir par rapport à l'Afrique, parce que, attention, le réveil qu'ils veulent combattre risque de ne pas être un réveil qu'ils vont contrôler. Il s'agit d'1,5 milliard de personnes, il ne s'agit plus, à l'époque, peut-être de 300 millions de personnes. Et il ne s'agit plus nécessairement de gens qui avaient une admiration béate quand ils les voyaient arriver. Il s'agit de gens qui, pour la plupart, les regardaient beaucoup de circonspection et qui les regardent contrairement à ce qu'ils croient. Personne ne leur en veut. Les Africains ne sont pas naturellement des rancuniers. Les Africains, c'est des gens qui ont la tradition de la palabre, donc la tradition de on s'entend et on refait la paix, on partage la cola. Je crois que c'est comme ça se passe dans tous nos villages. On se partage la cola et on avance. Donc voilà en réalité mon point de vue qui se résume en une chose toute simple. Hein. Et je ne crois pas qu'il y ait de relations gagnant-gagnant. Là, nous pourrions commencer à imaginer que cela puisse être un jour possible dans la mesure où nous commençons par entendre quelque chose de simple que nous attendons depuis longtemps. Nous sommes désolés. Nous présentons nos excuses à l'Afrique pour les 500 millions de personnes que nous avons fait tuer pendant 5 siècles et le pillage en règle de votre continent depuis 1885. Nous allons certainement nous dire, ah tiens, nos cadets commencent à comprendre et ils ont envie que les aînés, ils ont envie d'avoir une vraie discussion avec les aînés. Mais ce qui va se passer, et qu'ils soient tranquilles, nous n'avons aucun ressentiment contre eux, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a notre liberté ne se négocie pas. Et les générations actuelles et celles qui viennent ne négocieront pas du tout leur liberté, parce que d'ailleurs, ce qu'ils voient à la télé tous les jours, c'est une expression parfaite, totale de la liberté, et chaque fois qu'elle sera écornée, ils ne la voudront pas. Nous sommes dans des pays d'Afrique francophone, particulièrement des pays qui ne sont même pas vraiment indépendants.
ne pouvez pas être indépendant, vous n'avez pas de monnaie. Donc là, notre problématique, c'est d'abord de nous libérer. Et ce discours tombe à point. Et ce discours va rentrer dans l'histoire parce que cet entretien va rentrer dans l'histoire parce que cet entretien dit clairement, nous n'en avons pas encore fini avec l'Afrique. Et là, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chrétiens du monde, nos amis chrétiens, nos amis de l'OTAN, nous devons aller reconquérir ces terres qui commencent à nous échapper petit à petit. Mais malheureusement, c'est une orientation, c'est quelque chose qui va arriver de façon inéluctable. Nous allons nous libérer et nous allons gagner notre indépendance et notre liberté. Merci à vous, docteur.